Je m'appelle Griffin Miles. J'ai 39 ans. Et si vous traversez la banlieue nord d'Austin, en passant devant les chênes verts et les country clubs aux greens immaculés, vous tomberez sur une maison digne d'un magazine lifestyle. Des touches de blanc. Des haies de rosier. Sabrina insistait pour se tailler elle-même, même si elle le faisait rarement. Une porte d'entrée vitrée qui a coûté plus cher que ma première voiture. Elle se trouve juste à l'orée d'un domaine de golf sécurisé, le genre avec des lacs artificiels et des voiturettes de golf qui bourdonnent comme des murmures. De l'extérieur, notre maison paraissait soignée, réussie, charmante, voire ambitieuse. Mais à l'intérieur, elle était vide. Nos sourires n'étaient que de la frime. Notre conversation était figée, et quelque part en chemin, mon mariage avec Sabrina a cessé d'être un partenariat pour devenir un communiqué de presse. Elle était toujours le genre de femme qui illuminait une pièce. Magique sans effort, sociable, élégante en talons et rouge à lèvres, même quand nous essayions simplement de suivre le rythme du lundi. Lors des événements, elle savait exactement quand rire, comment incliner la tête, comment me présenter comme si j'étais à la fois un trophée et une preuve. C'est Griffin, disait-elle en me serrant le bras. Mon roc. Mais à la maison, ce roc s'effondrait sous le poids de tout ce que nous ne nous disions pas, de tout ce que nous ne pouvions pas réparer. Clinique de fertilité, traitement raté. Ce froid matin de décembre où nous avons fixé l'unique ligne rose du test et sommes restés silencieux pendant 1 heure. Cette nuit-là, elle a dormi dans la chambre d'amis. 1 mois plus tard, elle était de retour pour un brunch avec les filles et une séance de yoga à 6 heures, tandis que je restais derrière, entretenant un silence de plus en plus étouffant de jour en jour. Alors, quand elle a fait irruption dans la pièce jeudi dernier, tout sourire, parfumée et surprise, tenant 2 sacs de week-end et une confirmation d'hôtel imprimée en couleur sur papier glacé, j'ai cligné des yeux 2 fois avant de répondre. Une escapade, ai-je demandé en posant ma tablette. Rien que nous. Rien que nous, a-t-elle rayonné. On en a besoin, Griff. Tu sais bien qu'on en a besoin. Elle m'embrassa sur la joue. Et pendant un instant, j'eus terriblement envie de la croire. Je voulais croire que quelque chose avait changé, que c'était plus qu'une simple opération de communication dans notre saga privée. Je voulais croire que je lui manquais, qu'elle me voyait encore comme avant les rendez-vous médicaux. Avant l'attention, avant que la confiance ne commence à transparaître au détour de nos conversations comme une encre invisible, j'avais fait mes bagages légers, un sac de sport avec 2 chemises, un jean, un livre jamais terminé et cette même eau de Cologne qui, disait-elle, lui rappelait notre lune de miel à Charleston. Je me suis regardé dans le miroir avant de partir, espérant presque que mon reflet me montrerait un homme à l'aube d'une histoire d'amour. Au lieu de cela, il me montrait un homme déjà en deuil de quelque chose qu'il n'avait pas encore perdu. Mon instinct, toujours plus silencieux que ma logique, mais souvent plus juste, s'était mis à bourdonner. Faible, inquiet. Le matin de notre départ, le ciel était clair mais pâle, comme s'il n'avait pas encore complètement pris son envol. Sabrina portait son foulard de voyage préféré et des lunettes de soleil surdimensionnées, le genre qui la faisait ressembler à une star de cinéma des années 60. Elle me tendit une boisson fraîche tandis que je montais sur le siège passager et m'adressa ce sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Prête à se redécouvrir, demanda-t-elle. J'essayai de sourire. Allons-y. Mais quelque chose dans sa voix avait un rythme appris. Le genre qu'on utilise quand on a répété une phrase trop souvent devant le miroir. Nous sortîmes de notre allée tandis que le système d'arrosage automatique s'éteignait derrière nous. Je me retournai une fois, non pas vers la maison, mais vers la vie que nous avions construite à l'intérieur. Une structure fragile bâtie sur de beaux mensonges. Je ne dis pas un mot en passant devant le café familier. Le parc où nous nous promenions après le dîner, l'épicerie où nous nous disputions pour des produits bio comme si c'était une bataille pour la dignité. Tout se brouilla derrière les vitres teintées. Elle lança une playlist sur son téléphone. De vieilles chansons d'amour, celles sur lesquelles nous dansions des slows dans notre premier appartement exigu. À l'époque où on pensait que les difficultés étaient quelque chose qu'on surmontait avec l'âge et de plus beaux plans de travail. Tu te souviens, demanda-t-elle tandis que la chanson Luckiest de Ben Folds commençait à jouer. J'ai hoché la tête, mais j'avais mal à la poitrine. Je m'en souvenais trop bien. Sa façon de pleurer quand je l'ai demandé en mariage, sa façon de s'endormir blottie contre moi comme si nous étions faits pour ça. Pendant un moment, les kilomètres ont passé tranquillement. Sabrina fredonnait entre ses dents et me tendait la main de temps en temps. Mais chaque fois que son téléphone vibrait, ce qui arrivait souvent, elle baissait les yeux et inclinait l'écran hors de ma vue. Une fois, elle a ri doucement.
Juste entre filles, a-t-elle dit. Elles sont jalouses qu'on fasse un voyage en couple. Elle dit que c'est du romantisme à l'ancienne. J'ai hoché la tête mais je n'ai rien dit. Parce que le romantisme à l'ancienne ne s'accompagnait pas de SMS cachés ni de changements soudains dans nos relevés bancaires. Il ne s'accompagnait pas de l'odeur de l'eau de Cologne d'un inconnu sur son écharpe la semaine dernière ou du parfum fantôme d'un autre parfum sur sa peau un matin après une séance de pilates. J'ai proposé de conduire après la 2e heure, mes jambes commençant à me faire mal. Elle a refusé. Tu devrais te reposer, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Profitant pour une fois. Son ton était trop doux, comme du miel mélangé à de l'eau bouillante, agréable, mais brûlant en dessous. Je l'ai remarqué se regarder dans le rétroviseur encore et encore, non pas pour voir s'il y avait du trafic, mais comme si elle attendait ou observait. Vers la sortie 37, nous sommes passés devant un panneau de station-service défraîchi. Le dernier à 40 mètres. Elle a mis le clignotant. Allons-nous dégourdir les jambes, a-t-elle dit. Sa voix était calme, mais elle tenait fermement le volant. J'ai hoché la tête lentement, le bourdonnement dans mes tripes montant d'un cran. La station semblait n'avoir pas été rénovée depuis le début des années 90. Une seule pompe, un trottoir craquelé, un chien couleur poussière endormi sur le perron. Quelque chose dans cette scène m'a donné ce genre de frisson qui ne prend pas naissance dans la peau, mais dans les os. Je suis sorti de là. Voiture, le vent sec me raclant la peau, et j'ai pris une grande inspiration. Je vais vérifier la salle de bain, dis-je. Elle fit un geste de la main nonchalant, se dirigeant vers le coffre. Voir s'ils ont aussi des encas. Alors que je traversais le parking, un homme vêtu d'un thé taché de graisse et d'un jean maculé d'huile se tenait à la fenêtre, nettoyant en cercle lent et précis. Il leva les yeux à mon passage. Ses yeux croisèrent les miens. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'urgent. Je ne comprenais pas encore. Pas sur le moment, mais je le comprendrais. J'ignorais simplement que ce n'était pas le début d'un week-end romantique. C'était le début de mon évasion. Le truc avec le verre, c'est qu'il paraît propre jusqu'à ce que le soleil le frappe juste. On voit alors chaque tache, chaque empreinte de doigt, chaque trace qu'on prétendait ne pas être là. Voilà ce qu'était devenu notre mariage. Une maison de verre construite sur des angles bien éclairés, des sourires soignés et un accord commun de ne pas regarder de trop près, mais finalement la lumière change. Je croyais que nous étions solides. Sabrina et moi nous sommes rencontrés à la projection d'un film en centre-ville, un documentaire indépendant sur le deuil et la mémoire culturelle. J'étais seul, le cœur brisé depuis peu, essayant de me distraire avec une réflexion. Elle était avec des amis, portant une écharpe rouillée et riant comme quelqu'un qui n'a jamais été blessé. Nous avons entamé une conversation autour d'un café amer et d'un doux jazz diffusé dans le hall de la salle. Elle était magnétique dès la première heure, opiniâtre, intelligente, prompte à me défier. Je me souviens avoir pensé, voilà une femme qui sait vivre. Mais savoir vivre et savoir aimer, ce n'est pas la même chose. Pendant un temps, nous formions une équipe. Nous organisions de petits dîners dans notre petit appartement, adoption d'un chien adopté à la queue tordue, liste de prénoms de bébés que nous n'utilisions jamais. L'amour était plus vrai que désordonné, sans filtre, sans prétention. Nous nous débattions comme la plupart des gens. Nous nous disputions pour des broutilles, pour savoir qui faisait la vaisselle, pour acheter ou non la bonne lessive. Mais on revenait toujours l'un vers l'autre en s'excusant, avec de longs dimanches matins emmitouflés l'un dans l'autre sous des couvertures. Avec ce regard qu'elle me lançait à travers une pièce bondée, celui qui disait « Je te vois. Je te choisis ». Et puis on a arrêté de parler à voix haute. Ça a commencé doucement. Le silence s'est installé après le 2e cycle de fertilité raté. Le cabinet du médecin était trop froid, trop stérile, l'infirmière trop joyeuse pour le moment. Sabrina m'a tenu la main pendant qu'on m'annonçait la nouvelle, son pouce caressant légèrement mon os. Elle n'a pas pleuré. Moi non plus. Seulement plus tard. De retour à la maison, elle est allée directement dans la chambre, a fermé la porte, et c'était fini. Elle ne voulait pas parler. Ne voulait pas retenter sa chance. Ne voulait pas essayer l'acupuncture, l'adoption, ni rien d'autre. On vit, tout simplement, a-t-elle dit un soir. Mais elle a arrêté de vivre avec moi. Quelque part dans ce vide, quelque chose en elle s'est réconforté. La chaleur de sa voix, ce rire facile, même sa façon taquine de prononcer mon nom, tout cela disparaissait derrière une façade soignée qui n'apparaissait que sous les regards. Et les gens regardaient toujours.
Elle postait des photos soigneusement cadrées de nos dîners, de nos vacances, de nos cartes d'anniversaire. Les légendes étaient toujours adorables. Tellement fière de la vie que nous construisons. Reconnaissante envers mon coéquipier de toujours. Je les regardais et j'avais l'impression de lire une fiction. Une fiction magnifique, bien éditée, avec un éclairage parfait et sans substance. Après le décès de mon père, quelque chose d'autre a changé. Il n'était pas seulement mon père. Il était ma boussole. Stable, calme, sage. Entrepreneur de formation, il a construit la moitié des maisons de notre quartier, y compris celle où Sabrina et moi avons emménagé. Il m'a tout laissé, ses actions, un compte en fiducie et 3 propriétés locatives près de Hill Country. Au début, je ne voulais pas toucher à cet argent. Le chagrin me donnait l'impression que c'était du sang, mais Sabrina a insisté. C'est ce qu'il voulait, dit-elle en me frottant l'épaule tandis que nous étions debout devant le testament. Tu devrais respecter ça. Techniquement, elle avait raison, mais je ne pouvais ignorer l'étincelle dans ses yeux ce jour-là. Ce n'était pas du chagrin. C'était une opportunité. Nous avons déménagé dans les 2 mois. Une maison plus grande, un meilleur code postal. Elle a tout refait, des moulures aux luminaires importés. Je ne me suis pas débattu. J'aurais peut-être dû, mais j'étais fatigué. Fatigué de supporter le silence. Fatigué de prétendre que la distance entre nous n'était qu'une phase. Je l'ai laissé passer les appels, signer les papiers, choisir le plan de travail en marbre dont elle avait toujours rêvé. Je me suis convaincu que peut-être que réaliser son rêve réveillerait quelque chose en elle. Spoiler, ça n'a pas marché. Au lieu de ça, elle est devenue plus vive. Pas vraiment méchante, mais calculée. Quand je lui ai dit que mon père me manquait, elle m'a répondu, « Tu es toujours en deuil. » Si je restais au lit tard un samedi, elle me lançait un « Ça va ? Tu as été absent ces derniers temps. » Une fois, alors que j'avais oublié de confirmer ma présence à un gala de charité, elle ne s'est pas fâchée. Elle a juste souri d'un air crispé et m'a dit, « Ce n'est rien. Je vais juste leur dire que tu as encore des difficultés. » Ce mot, difficulté, m'est resté en travers de la gorge pendant des jours. Puis sont arrivés les changements bancaires. Je ne les ai pas remarqués au début. Sabrina avait toujours géré la plupart des finances du ménage. Mais un matin, en allant payer notre service de ménage, j'ai vu que le compte joint que j'utilisais pour ces petites transactions avait été vidé. « Oh » a-t-elle dit quand je lui ai demandé. « Je déplace des choses. Le simple fait de consolider facilite les impôts. » J'ai hoché la tête, mais quelque chose en moi a tressailli. Je me suis connecté au portail de notre coopérative de crédit plus tard dans la soirée. Plusieurs comptes étaient encore là. D'autres avaient complètement disparu. Un nouveau avait été ouvert, un compte courant professionnel sous un nom que je ne connaissais pas. J'ai posé la question le lendemain. Elle a balayé du revers de la main. Une amie lance une société de location de vêtements. Je l'ai aidé à la monter. Rien de louche, griffe. Je n'ai pas insisté, mais j'aurais dû. Et puis il y a eu les messages. Au début, c'était juste instinctif. Des petits moments qui ne collaient pas. Son téléphone ne la quittait plus. Elle a commencé à dormir avec sous son oreiller, prétextant être de garde pour une amie en instance de divorce. Elle prenait des douches plus longues. Elle souriait à des textos qu'elle refusait d'expliquer. Je n'étais pas du genre jaloux, je ne l'avais jamais été. Mais ce n'était pas de la paranoïa. C'était une reconnaissance de schéma. Distance émotionnelle suivie d'un secret financier, puis d'une dissimulation numérique. J'étais peut-être sincère. Je me souviens d'une nuit, peut-être 3 semaines avant le voyage, allongé dans mon lit à côté d'elle. Elle faisait défiler les pages. J'ai regardé le reflet de son écran briller dans ses lunettes. Elle a ri doucement. Je lui ai demandé ce qui était drôle. Elle a répondu, « Oh, juste un mème de Brandy. » Mais lorsqu'elle a incliné le téléphone, je n'ai vu aucun mème. Juste un nom. Un nom d'homme. Un nom que je ne reconnaissais pas. Brandy ? Demandai-je. Elle cligna des yeux, puis rit de nouveau. Oups. Mauvaise conversation. C'est à ce moment-là que le sol dans ma poitrine s'est un peu plus ouvert. Je ne l'ai pas affronté. Pas sur le moment. Quelque chose en moi savait que quoi qu'il arrive. J'avais besoin de me taire, d'observer, d'écouter. J'ai commencé à vérifier la boîte aux lettres avant elle. Guetter les reçus.
Elle avait oublié de déchiqueter. Écouter les appels téléphoniques des vétérinaires. C'était insensé. C'était nécessaire, car plus je cherchais, plus je trouvais. 2 nuits avant le voyage, j'ai trouvé son ordinateur portable ouvert sur l'îlot de la cuisine. Elle était à l'étage sous la douche. Un document s'est affiché à l'écran, au format PDF. Il était intitulé « Ébauche d'évaluation finale ». Je l'ai ouvert. L'entête disait « Résumé de santé mentale, Griffin Miles ». Les mots sont devenus flous pendant une seconde. J'ai cligné des yeux. Mon propre nom était souligné en gras. En dessous, un récit, des signes de pensée délirante, une fatigue chronique, une paranoïa croissante, un risque potentiel pour moi et mon conjoint. Diagnostiqué par le docteur Kelvin Mora, un nom que je ne connaissais pas. Le bas de page indiquait qu'il était compilé pour une révision de tutelle. Je l'ai refermé rapidement. Le cœur battant. Elle ne l'avait pas imprimé. Pas encore. Lorsqu'elle est descendue, une serviette sur les épaules, j'ai demandé quel était le dossier. Elle n'a pas bronché. Oh, c'est Brie. Je corrige un brouillon pour le procès de son mari. Son regard était calme. J'ai hoché la tête, sans rien dire, mais j'ai su à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas d'infertilité, de deuil, ni même d'un autre homme. Il s'agissait de m'effacer. Alors, lorsqu'elle a annoncé le voyage, d'une voix à nouveau joyeuse, pleine d'une fausse énergie et de réserve nocturne, j'ai compris que ce n'était pas pour sauver notre mariage. C'était pour m'achever. Quel que soit son plan, il n'arriverait pas dans cette maison. Pas avec des traces numériques. Pas là où les voisins connaissent nos noms. Elle avait besoin de moi, quelque part, isolé. Un endroit où personne ne remettrait en question une crise soudaine, une dépression nerveuse. Un homme qui a craqué. Alors oui, j'ai fait ma valise. J'ai souri. J'ai joué le jeu. Mais au fond de moi, quelque chose s'est dénoué. J'avais passé les 2 dernières années à m'effacer, à pleurer en silence, à la laisser raconter son histoire. Mais je n'étais pas brisé. Je n'étais pas instable. Je n'étais pas fini. Elle pensait m'emmener en week-end. Elle ne savait pas qu'elle me réveillait. La route s'étendait devant nous comme une promesse à laquelle aucun de nous ne croyait. Interminable, plate, brûlée par le soleil. Un ruban gris pâle traversant le vide du Texas Hill Country. Les doigts de Sabrina tapotaient le volant au rythme d'une chanson d'amour que je n'avais pas entendue depuis des années, quand nous dansions un slow dans notre petit appartement après avoir trop bu. Elle jouait maintenant, doucement dans le Bluetooth de la voiture, mais on aurait dit une parodie d'elle-même. Je lui ai jeté un coup d'œil. Elle fredonnait, les lèvres à peine entr'ouvertes. Je me protégeais derrière d'énormes lunettes de soleil écaille. Je me demandais si elle ressentait encore quelque chose de réel ou si elle jouait simplement un rôle qu'elle avait trop bien mémorisé. Elle tendit la main et la prit. Sa prise était légère, ses doigts frais, remontant à la tasse de café glacé posée sur la console. C'est sympa, non, dit-elle avec un sourire qui effleura à peine ses yeux. Rien que nous deux. Pas de distraction, pas d'appel professionnel. Je voulais la croire. Vraiment. Je lui ai serré la main, puis je l'ai relâchée sous prétexte de régler les bouches d'aération. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. C'était un exercice. Nous avons perfectionné l'art de parler sans rien dire. Son téléphone a encore sonné. J'ai arrêté de compter après la 5e fois en 1 heure. Elle l'a décroché, a incliné l'écran et a laissé échapper un petit rire. Juste entre filles, a-t-elle dit, comme elle l'avait fait dans la cuisine 2 soirs plus tôt, quand ce PDF était ouvert sur son ordinateur portable. Elles font exploser la conversation de groupe. J'ai hoché la tête, mais je suis resté les yeux fixés sur la route. La jauge d'essence est descendue sous le quart du réservoir. Un panneau a clignoté près de la sortie 37. Dernier arrêt dans 65 km. Arrêtons-nous, a-t-elle dit rapidement en allumant le clignotant. On se dégourdit les jambes, on mange un morceau. La soudaineté de sa voix m'a serré la poitrine. Bien sûr, ai-je répondu en essayant de paraître indifférent, mais mon pouce était accéléré. J'avais la bouche sèche. La sortie menait à une route à 2 voies usées, fissurée sur les bords, bordée de clôtures rouillées et de champs jaunis. La station-service devant nous semblait appartenir à une autre époque. L'auvent au-dessus de l'unique pompe était décoloré par le soleil, et l'enseigne de la station se balançait légèrement au vent, une lettre manquant au mot « service ». Un chien, au poil un peu poussiéreux,
leva nonchalamment la tête d'un coin d'ombre près du bâtiment, mais n'aboya pas. Ce n'était pas seulement un endroit isolé. C'était oublié. Sabrina entra dans le parking et se gara près de la pompe, laissant le moteur tourner au ralenti une seconde avant de l'éteindre. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-elle, détachant déjà sa ceinture. « Je vais nous chercher à boire. »« Je vais jeter un œil aux toilettes, » dis-je. « Je vais me dégourdir un peu les jambes. » Elle sourit trop vite. « Ça a l'air bien. Je reviens tout de suite. » En sortant, le vent sec balayait le parking, tirant sur le bas de ma chemise. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. La grande vitrine du bâtiment était tachée de poussière et de traces de doigts. Derrière, un homme en chemise tachée de graisse essuyait la vitre en décrivant de l'encercle. La vingtaine, une silhouette trapudue. Au travail, pas des Jamir. En passant, il m'a regardé droit dans les yeux. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Ni de l'amabilité, ni de la suspicion, quelque chose d'autre. Il n'a pas dit un mot, a juste reculé, a baissé la main et a soudainement glissé quelque chose dans la mienne. J'ai baissé les yeux. Un ticket de caisse froissé, plié en deux. Perplexe, je l'ai glissé dans ma paume et me suis dirigé vers les toilettes sur le côté du bâtiment. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, ouvert le robinet pour me protéger du bruit et déplié le papier. 3 mots écrits en lettres capitales tremblantes. Cours maintenant. Je l'ai fixé, le cœur battant la chamade. Je l'ai lu. Encore, puis je me suis regardé dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. J'étais pâle, ma respiration haletante. Je ne comprenais pas complètement, mais j'y croyais. Mon instinct n'avait pas besoin d'être convaincu. Quelque chose clochait. Quand je suis ressorti, l'homme attendait près du bâtiment. J'ai scruté le parking. Sabrina était toujours près de la voiture, le dos tourné, le téléphone à l'oreille. J'ai marché lentement, nonchalamment, vers le côté de la station. Il m'a suivi. « Elle n'est pas celle que vous croyez », a-t-il dit à voix basse. Urgent. Elle était là la semaine dernière avec un homme, la quarantaine, barbu, en costume bon marché. Ils se sont arrêtés et sont restés assis pendant plus d'1 heure. Ils n'ont rien acheté, juste discuté. J'étais de service. J'ai entendu des passages. Elle a parlé de vous enfermer. Elle a dit que vous étiez un problème qu'elle devait résoudre. Je pensais que c'était juste des paroles, mais quand je vous ai vu dans la voiture avec elle aujourd'hui, j'ai dû dire quelque chose. Je l'ai regardé fixement, peinant à former des mots. Quoi? Tu es sûr que c'était elle? J'ai hoché la tête, le regard dur. Positif. Même écharpe, même lunettes de soleil, même voiture, même femme. Je me suis retourné, le cœur battant. Sabrina était toujours près du coffre, fouillant dans ses sacs comme si elle cherchait quelque chose. Peut-être, peut-être pas. J'ai repensé à chaque instant étrange des dernières semaines. Sa froideur, le secret, les messages, le gaslighting dans ce dossier. Elle a dit autre chose? J'ai demandé, la voix brisée, quelque chose de particulier? Elle lui a donné un dossier. L'homme a dit, tout ce dont vous avez besoin là-dedans. Il ne le verra même pas venir. Dossier. Ça avait l'air officiel, comme des documents médicaux, des papiers juridiques, peut-être. L'homme a parlé d'une chronologie. Elle a simplement hoché la tête. Ils ne se sont pas disputés. Elle avait l'air calme, comme si elle avait déjà fait la paix avec moi. Il m'a regardé comme si je venais de poser la question la plus stupide du monde. Parce que j'ai déjà vu ça. Pas exactement ça, mais presque. Et si j'avais gardé ma bouche fermée à ce moment-là, sa mâchoire s'est serrée. Fais-moi confiance. Si tu peux partir maintenant, fais le temps que tu le peux encore. J'ai eu le souffle coupé. Le monde a basculé. Je n'entendais que le sang qui ruisselait dans mes oreilles. J'ai regardé Sabrina à nouveau. Cette fois, elle a capté mon regard. Elle a souri, m'a fait signe d'approcher comme si de rien n'était, comme si elle n'avait rien comploté dans l'ombre. Je me suis retourné vers l'homme. Comment t'appelles-tu? Dorian. Tu as une voiture? Il a hoché la tête. C'est derrière. Tu veux sortir? Je peux te conduire en ville, mais une fois que tu y seras, ne reviens pas. Elle va tout raconter. Te faire passer pour le méchant. Tu es prêt pour ça?
Je ne répondis pas, mais j'étais déjà en train de marcher. Ni vers la voiture, ni vers Sabrina, mais vers le côté de la station, vers le camion de Dorian, vers ce qui allait suivre. Parce que quoi qu'elle ait prévu, elle ne pourrait pas le terminer. Je restais là, serrant ce reçu comme s'il risquait de se briser si je le lâchais. 3 mots, courez maintenant, écrits à l'encre tremblante, avaient brisé les doutes auxquels je m'accrochais encore. La lumière des toilettes grésillait au-dessus de moi, vacillant légèrement. Mon reflet dans le miroir ne ressemblait pas à celui d'un homme en week-end romantique. Il ressemblait à un homme à qui on venait de donner un avertissement qu'il ne pouvait se permettre d'ignorer. Dehors, le monde continuait comme si de rien n'était. Le vent faisait bruisser les branches sèches d'un arbre près de la station, et le soleil projetait des ombres crues sur le parking. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais pas seulement un mari à cran. J'étais une proie. Quand je sortis des toilettes, le même mécanicien qui m'avait donné le mot m'attendait, faisant semblant de vérifier le tuyau d'air près du bâtiment. Il n'a pas levé les yeux tout de suite, continuant à jouer avec la buse jusqu'à ce que je le rejoigne. « Tu l'as vu ?» a-t-il demandé doucement, tandis que je balayais le parking du regard. J'ai hoché la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est essuyé les mains avec un chiffon, puis a jeté un coup d'œil à Sabrina, qui se tenait près du coffre ouvert de la voiture, faisant semblant de ranger les sacs. Sa posture était trop détendue, trop disciplinée, comme si elle cherchait à gagner du temps. « Tu ne me connais pas ?» a-t-il dit. « Je m'appelle Dorian, mais j'ai déjà vu ta femme la semaine dernière. » Juste ici, pas avec toi. J'ai suivi son regard. Sabrina a serré la fermeture éclair d'un orteil, puis s'est levée, consultant son téléphone. Elle a souri faiblement, répondant probablement à celui qui lui donnait des instructions. Elle était là avec un type, a poursuivi Dorian. Smokey, plus âgé, il avait l'air d'avoir l'habitude de donner des ordres. Ils sont restés dans la voiture à discuter pendant près d'1 heure. J'étais de service. J'entends des choses. Il ne se taisait pas. Mon estomac se serra. Qu'ont-ils dit? Il hésita, puis me regarda dans les yeux. Elle dit quelque chose comme « Tout est dans le dossier ». Je me suis assuré qu'il ne le verrait pas venir. Elle t'a traité de responsable. Elle a parlé de t'enfermer avant la fin du mois. Elle n'était pas en colère. Elle était calme, comme si c'était déjà fait. L'atmosphère s'est épaissie autour de moi. Je me suis souvenu du document sur son ordinateur portable, le projet d'évaluation. À l'époque, je me suis dit que ce devait être pour quelqu'un d'autre. Sabrina avait toujours été douée pour feindre la compassion. Mais ce n'était pas celui de quelqu'un d'autre. C'était le mien. Elle montait un dossier, tendait un piège, et cet homme, cet inconnu, l'avait vu arriver. Quel genre de dossier? Ai-je demandé. Dorian haussa les épaules. Médical, je crois. Il y avait le nom d'un médecin sur la couverture. Kelvin, quelque chose. Elle a dit qu'elle avait déjà payé l'évaluation, que ce type n'avait même pas besoin de te rencontrer. J'ai eu la bouche sèche. Docteur. Kelvin Mora. C'est ça. Il a hoché la tête brièvement. Il préparait quelque chose de grave. Quelque chose qui ne pourrait pas être annulé une fois commencé. Je me suis frotté le front, essayant de comprendre tout cela. Pourquoi? C'est toi qui me racontes ça? La voix de Dorian baissa. Parce que j'ai déjà vu ça, mec. Des noms différents, la même stratégie. Mon cousin, son ex, a fait la même chose. De faux documents. Elle a fait signer une demande de soins pour troubles mentaux par un médecin, l'a enfermé pendant 72 heures. Le temps qu'il sorte, elle a vidé les comptes et a quitté l'État avec leur enfant. Le système l'a cru parce qu'elle avait les papiers. Il ne savait même pas ce qui lui avait pris. Le sang s'est retiré de mon visage. Je me suis retourné vers Sabrina. Elle tenait à nouveau son téléphone, faisait défiler les informations en souriant. Elle a levé les yeux, m'a repéré près du côté du poste et m'a fait un signe de la main. Je crois qu'elle compte déposer une demande de tutelle d'urgence, ai-je murmuré. Elle joue déjà la carte du long terme. Alors ne la laisse pas finir. Dorian a dit, tu as peut-être une chance de t'en sortir sans problème. Si elle signale ta disparition, si elle fait tourner la situation en dérision, les forces de l'ordre ne poseront pas de questions. Ils obéiront aux ordres. J'ai pris une inspiration tremblante. Mon esprit bourdonnait,
toutes les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Les références constantes à mes sautes d'humeur. Ses pics subtils sur mon besoin d'aide. Sa façon d'éviter les disputes, de me faire passer pour l'irrationnel tout en jouant l'épouse patiente et bienveillante. Elle a construit l'histoire pendant des mois, ai-je dit, en préparant le terrain. Alors, quand elle appuie enfin sur la gâchette, personne ne la remet en question. Exactement. Dorian a dit, tu n'es pas obligé de me croire. Tu peux monter dans cette voiture, et ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Peut-être qu'elle essaie vraiment d'arranger les choses. Mais à ta place, il m'a tendu un trousseau de clés. Je partirai maintenant. J'ai regardé les clés. Qu'est-ce que c'est? Mon camion est derrière. Je t'emmène en ville. Ensuite, tu seras seul, mais tu as une chance maintenant. Ne la gâche pas. J'ai regardé les clés du camion, puis de nouveau. Le terrain. Ma voiture, ma femme, toute ma vie organisée et mourante. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas de peur, mais de clarté. J'ai vécu dans une maison de miroirs, m'ajustant constamment pour préserver l'illusion. Mais les illusions ne résistent pas à la pression. Elles volent en éclats. Tu es sûr de toi? Demandai-je. Dorian ne broncha pas. Personne d'autre ne te laissera d'issue. L'espace d'une seconde, je restai figé. Puis je hochai la tête. Allons-y. Nous avons contourné le bâtiment par l'arrière, en nous cachant derrière la clôture cassée. Le camion était une Chevrolet cabossée, rouillée sur les bords, mais elle avait démarré proprement. Je me suis affalé sur le siège passager lorsque Dorian a enclenché la vitesse. Dans le rétroviseur, j'ai vu Sabrina scruter le terrain, mais j'étais déjà parti. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque Dorian a garé le camion sur la route. Ni à la station-service, ni à Sabrina, ni à la vie que je quittais comme si elle brûlait derrière moi. J'avais l'impression que si je me retournais ne serait-ce qu'une fois, je perdrais tout. Le courage m'avait envahi dès la lecture de ce mot. Cours maintenant. Ce n'était pas qu'un avertissement. C'était une permission. La permission d'arrêter de faire semblant. La permission de me sauver avant que quelqu'un d'autre ne décide que je ne méritais pas ce choix. Le moteur ronflait tandis que nous roulions sur la petite route, le gravier claquant contre les passages de roues. Dorian resta silencieux les premières minutes. Il conduisait comme quelqu'un qui avait déjà fait ça, qui savait quel virage prendre sans se fier aux cartes ou aux panneaux. Je regardais droit devant, les jointures écartées sur les genoux. Mon esprit repensait à chaque instant de l'année écoulée, reliant des points que je n'avais pas voulu voir. Je pensais avoir été paranoïaque, mais ce n'était pas de la paranoïa, c'était une tendance. Au bout d'une dizaine de minutes, Dorian brisa enfin le silence. La ville est à environ 35 minutes. Petite, tranquille. Il y a une gare routière. On peut aller assez loin de là. J'ai hoché la tête. Merci, ai-je dit doucement, le mot me semblant étranger. Il a jeté un coup d'œil. Tu as un plan. Après ça? J'ai laissé échapper un rire amer. Pas vraiment. Pars. Disparais. Trouve-toi avant qu'elle ne s'assure que je n'en ai pas l'occasion. Dorian s'est trémoussé sur son siège. Tu as du liquide? Un peu. Pas assez. Il a passé la main sous le siège et a sorti une enveloppe usée. Prends ça. C'est quelques centaines. Je garde de l'argent d'urgence de côté pour ce genre de situation. J'ai cligné des yeux, la fixant. Pourquoi aiderais-tu un parfait inconnu comme ça? Il n'a pas souri. Il m'a juste regardé comme s'il voyait quelque chose de familier. Parce que les gens comme elle comptent sur toi pour ne pas avoir d'aide. Ils misent sur l'isolement, sur ta confusion. Et le temps qu'on réalise ce qui se passe, il est trop tard pour crier. J'ai déjà vu ça, mec. Je ne peux pas l'arrêter. Mais je peux te prendre de l'avance. J'ai pris l'enveloppe, ravalant la honte et la gratitude qui me tenaient la gorge. Tu es un homme bien, Dorian. Juste un gars avec des yeux, a-t-il dit. Cette femme, elle a un sourire d'acier dans son sourire. Le faux sourire. Nous avons atteint la lisière d'une petite ville juste à côté. 14 heures passées. La poussière s'envolait sur la route et formait de légers tourbillons. Ce n'était pas grand-chose. Un restaurant, une quincaillerie, un minuscule bureau de poste à la peinture écaillée, et enfin un petit bâtiment en briques indiquant une gare routière. Pas de caméra, pas de foule,
juste un homme derrière une vitre rayée, mangeant des graines de tournesol tout en feuilletant un magazine de sport abîmé. Dorian s'est garé sur le côté. J'ai ouvert la portière, mais j'ai hésité. Et si elle signalait ma disparition? Qu'elle disait que je suis instable? Qu'elle faisait intervenir la police? Il a penché son bras sur le volant. Elle pourrait, mais elle ne voudrait pas s'alarmer tant que ses plans n'étaient pas en place. Pour l'instant, elle rumine, essayant de s'expliquer comment elle a perdu le fil. Tu as quelques heures, peut-être plus. Profitant, ai-je hoché la tête. Tu as besoin de quoi que ce soit. Tu m'appelles, ai-je dit en attrapant une épingle dans la boîte à gants et en griffonnant mon ancien numéro à l'intérieur d'une serviette à emporter. Si j'arrive en lieu sûr, je répondrai. Il a donné un petit salut. Bonne chance, Griffin. Ne gâche pas ta seconde chance. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Le camion a démarré sans cérémonie. Disparaissant dans la rue comme un fantôme qui sait quand il en a assez fait. Je suis resté là un moment, l'enveloppe serrée dans une main, mon sac de sport dans l'autre, à regarder le briefing de la ville. Personne ne m'a prêté attention. Personne ne m'a reconnu. C'était le premier moment de paix que je goûtais depuis des mois. À la gare, j'ai acheté un aller simple vers l'est. Je n'ai même pas demandé où il s'arrêtait. Je m'en fichais. Je voulais de la distance. L'homme derrière la vitre a grogné quelque chose à propos des heures d'arrivée et m'a tendu le talon. Je me suis assis sur le banc, le plastique chaud au soleil. Mon téléphone a explosé. Je l'ai sorti de ma poche. 17 appels manqués, tous de Sabrina. Au début, je me suis contenté de fixer l'écran, le nom brillant comme un avertissement. Je connaissais ce schéma aussi. Inquiétude, puis panique, puis contrôle. J'ai tapoté une fois et j'ai entendu sa voix résonner dans le messagerie vocale. Griffin, je m'inquiète. Ça va? Vous avez disparu et je ne comprends pas ce qui se passe. Message suivant, j'ai appelé la station. Ils ont dit que vous êtes allé dans les toilettes mais que vous ne êtes pas sorti. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. Ensuite, Griffin, si vous essayez de me punir, ce n'est pas le chemin. Nous sommes censés réparer les choses. Et enfin, vous avez besoin d'aide, Griff. Tu n'es pas bien. Les gens vont voir ça bientôt. Le ton a déplacé ce dernier message. Ne vous inquiétez pas, pas l'amour, une menace voilée. Elle jetait les bases dans les délais. J'ai alimenté le téléphone, j'ai retiré la carte SIM, je l'ai cassée en deux. J'avais un téléphone en brûleur que Dorian m'a donné dans mon sac. Bon marché, prépayé, introuvable. J'utiliserai cela à partir de maintenant. J'ai essuyé l'écran de mon vrai téléphone avec ma manche, puis je l'ai jeté dans la poubelle près de la sortie. Le bus s'est arrêté 30 minutes plus tard, ses panneaux latéraux fades, ses freins grinçant comme de vieilles plaintes. J'ai grimpé à bord et j'ai pris une place de fenêtre près de l'arrière. Mon cœur courait toujours, mais mes poumons se détendaient enfin à nouveau complètement. J'ai pressé mon front vers le verre tandis que la ville s'échappait derrière nous. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri. Je viens de respirer. Vraiment souffler. La femme qui a tenu ma main à travers des traitements de fertilité avait essayé de m'effacer avec la paperasse et la manipulation. Mais elle n'avait pas compté sur quelqu'un qui s'exprime. Elle n'avait pas compté sur la décence d'un étranger. Et en regardant l'horizon avaler le passé derrière moi, j'ai réalisé que quelque chose que Sabrina n'avait jamais fait. J'aurais peut-être été brisé, mais je n'avais pas fini. Pas par un long coup. Je suis parti comme un homme qui étire les jambes. Pas de drame, pas de mouvement soudain, juste une étape après l'autre, mesurée et calme. Sabrina était trop occupée à faire semblant de fouiller le coffre pour remarquer que je ne m'étais pas tourné vers la voiture. Elle était bonne pour faire semblant. Moi aussi maintenant. J'ai passé le côté de la gare comme je l'étais juste jusé-temps. Le Texas Sun chauffant l'arrière de mon cou, mon esprit coule plus vite que mes jambes. Je ne savais pas vers quoi je courais. Je savais seulement que je ne retournais pas. Le camion de Dorian était déjà au ralenti derrière l'ancien hangar mécanicien. Ses fenêtres se sont déroulées, le moteur fredonnant bas comme un murmure entre les conspirateurs. Au moment où je me suis glissé dans le siège du passager, il s'est déplacé en vitesse et nous a chassés sur le chemin du gravier, prenant le long chemin. Il n'a pas posé des questions. Il ne parlait pas. Il a conduit comme quelqu'un qui connaissait le poids du silence.
qui savait que lorsque votre monde s'ouvre, vous avez besoin de temps pour entendre les pièces frapper le sol. Nous n'avons pas atteint l'autoroute principale. Au lieu de cela, nous avons traversé des routes arrières, tissant les arbres de Mskay, des clôtures en fil rouillé et de vieilles granges qui n'avaient pas vu de douleur depuis des années. J'avais envie de revenir dans le temps. C'était comme un endroit où les gens ont disparu parce que personne ne les cherchait. Après environ 1 heure, nous avons atteint une petite gare routière au bord d'une ville dont je n'ai pas dérangé le nom se souvenir. Il y avait un dîner, 2 stations-service, une quincaillerie avec plus de poussière que des stocks et 7 stations. Pas de caméra, pas de sécurité, pas d'empreinte numérique. Dorian s'est garé derrière le bâtiment, coupant le moteur. « Tu es sûr à ce sujet ?» demanda-t-il, rompant le silence pour la première fois en miles. « Non, dis-je honnêtement. Mais je ne peux pas revenir en arrière, acquiesça-t-il, tirant un téléphone en brûleur de la boîte à gants. Prenez ceci. Continuez-le jusqu'à ce que vous soyez prêt. N'utilisez pas votre vrai nom. Ne vérifiez pas vos comptes de cloud. Clètement. C'est le seul moyen que cela fonctionne. J'ai pris le téléphone. C'était léger dans ma main, comme un outil ou une arme, comme une bouée de sauvetage. Et vous ? J'ai demandé. Je ne viens elle pas regarder ? Elle ne se souviendra même pas des uniformes, des transactions, je suis invisible. Il a remercié à nouveau et a remis en sorte que l'air sentait ici. Le capot de mon sweatshirt. Sac fermé, ma tête baissée. Alors que le moteur grondait à la vie et que la ville glissait hors de vue, j'ai senti la tension dans ma poitrine se déplacer. Ne disparaisse pas, mais changer. Je n'étais plus coincé. J'étais mobile. J'étais introuvable. C'était suffisant pour l'instant. J'ai regardé le paysage rouler par des fenêtres maculées, des champs d'huile, de la poussière, des arbres solitaires, les avions du Texas se déroulant comme un secret qu'ils ne voulaient pas garder. Le téléphone du brûleur a bourdonné une fois dans ma poche juste pour me faire savoir que cela fonctionnait. Je l'ai éteint. Pas encore. Mon vrai téléphone avait disparu. Je l'avais jeté dans une poubelle derrière la gare juste après avoir cassé la carte SIM. J'avais essuyé mes comptes cloud à l'aide de la tablette de Dorian, en vous déconnectant de chaque application, à chaque email, à chaque plateforme bancaire. Sabrina ne me trouverait pas. Pas pendant un moment. Ce n'est pas avant qu'elle ne réalise que la pièce qu'elle avait répétée n'avait plus de public. J'ai regardé les ombres s'étendre sur le sol du bus tandis que le soleil plongeait plus bas dans le ciel. Le premier appel de elle est arrivé à 1 heure, puis une autre, puis 12 autres. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas écouté les messages vocaux, mais je pouvais deviner leur contenu. Au début, elle prétendait s'inquiéter. C'est l'acte d'ouverture. Préoccupation. Confusion. Où es-tu, Griffin ? Ensuite, cela passerait à la culpabilité. Ce n'est pas comme vous. Nous sommes censés réparer les choses. Puis. Enfin, contrôle. Tu n'es pas bien. Vous avez besoin d'aide. Rentrez à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Mais je n'étais pas malade. J'étais éveillé. J'ai regardé par la fenêtre, les moteurs fredonnaient régulièrement sous mes pieds. La dernière fois que Sabrina et moi avions fait un voyage comme celui-ci, nous étions de nouveau mouillages traversant le Colorado dans une berline louée, chantant à Fleetwood Mac, s'arrêtant pour prendre des photos à chaque vue. Je me souviens avoir pensé à l'époque que nous allions construire quelque chose d'incassable, que les fissures ne nous parviendraient jamais. Mais la vérité est que les fissures ne commencent pas grandes, elles commencent petit. Un coup d'œil manqué, une nuit silencieuse, une porte se fermèrent trop doucement. Toi ne les voyez pas tant que vous ne vous tenez pas dans une maison maintenue avec du ruban adhésif, et une rafale de vérité souffle le tout. J'ai passé le reste du trajet en silence. Pas de musique, pas de distraction, juste le son des pneus sur l'asphalte et la toux occasionnelle des 2 rangées de l'homme. Je ne me sentais pas en sécurité. Pas encore. Mais je me sentais libre, et c'était plus que ce que je ressentais depuis des années. Le bus a atteint Bâton Rouge vers 13 000 heures. Je suis descendu avec les autres, gardant la tête basse. J'ai marché 4 blocs et payé en espèces pour une chambre dans une petite maison d'hôte dans une rue latérale. Pas de caméra, pas d'identité, juste une clé, un lit de lit et le genre de silence qui n'était pas rempli de jugement. Cette nuit-là, j'ai regardé le plafond, je dors nulle part près de moi. J'ai pensé à quel point c'était facile de disparaître. Quelques mensonges, un pas de saut, un homme prêt à aider, et pouf, j'étais parti.
Et pourtant, combien de nuits j'étais assise à notre table de cuisine, me demandant comment s'échapper sans devenir le méchant? Combien de matins l'avait regardée sur notre îlot de cuisine, me demandant si elle m'avait vraiment aimé ou si j'avais juste été une saison dans sa vie organisée. Je ne sais pas quand j'ai finalement fermé les yeux. Mais je me souviens que la dernière chose que je pensais avant le sommeil m'a pris. Je ne courais pas d'elle. Je courais vers moi-même. J'ai vérifié dans cette maison d'hôte sous le nom de Greg Miller. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi. Peut-être parce que cela semblait ordinaire, non menaçant et visible. La pièce sentait les boules de naphtal et le nettoyeur au citron avec des planchers grinçants et une fenêtre en cliquetis qui gémit toutes les heures comme si elle mourait dans son sommeil. Mais c'était calme, et plus important encore, c'était le mien. Le premier espace que j'avais réclamé au cours des années qui ne sont pas venus avec des conditions, des performances ou de l'idée de quelqu'un d'autre de qui j'étais censé être. 2 jours se sont écoulés en silence. J'ai gardé le téléphone brûleur éteint, utilisé uniquement de l'argent, mangé dans les convives d'angle où personne ne posait de questions. Chaque fois qu'une voiture passait à l'extérieur, à chaque fois qu'un coup arrivait la porte de quelqu'un d'autre dans le couloir, je tends. Mon esprit a rejoué ces messages vocaux de Sabrina, bien que je ne les ai pas écoutés. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais maintenant son manuel. Inquiétude, panique, culpabilité, accusation et quelque part au milieu, contrôle toujours. Je ne savais pas combien de temps je pouvais disparaître avant de la faire déménager. Peut-être qu'elle avait déjà. Peut-être qu'elle tournait l'histoire du mari instable à quiconque écouterait. Je pouvais voir le communiqué de presse dans ma tête. Griffin Miles a du mal depuis un certain temps. Nous étions en voyage pour guérir. Je suis tellement inquiet. Elle pleurait sur cul. Les gens la croiraient parce qu'elle avait le sourire pour ça, le CV, l'image organisée. Mais j'avais quelque chose sur lequel elle ne comptait pas, vérité et allié. Je devais juste les atteindre. J'ai propulsé le téléphone du brûleur cette nuit-là. C'était presque minuit. L'écran s'est allumé, simple et propre. Pas de synchronisation cloud, pas de reconnaissance faciale, juste des nombres et du signal. J'ai tapé le seul contact que je savais que je pouvais encore confiance, Marielle Truy. Nous sommes allés à la faculté de droit ensemble à Chicago. Nous 2 étrangers à l'époque. Nous avons perdu le contact après l'obtention du diplôme, mais j'avais entendu dire qu'elle faisait bien la défense criminelle de la Nouvelle-Orléans. Dur, tranchant, fidèle, si vous l'avez gagné. Je lui ai envoyé un simple message. C'est Griffin. J'ai vraiment besoin d'une aide juridique. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Ensuite, j'ai éteint le téléphone et j'ai attendu. Le matin, il y avait une seule réponse. Où es-tu? Parlez-moi. Je l'ai appelée depuis un téléphone salarial à 4 pâtés de maison. Au moment où elle a ramassé, j'ai presque étouffé. Griff, sa voix était prudente mais vivante avec reconnaissance. Jésus, je pensais que tu étais mort. J'aurais pu être, dis-je tranquillement. Plus maintenant. Que se passe-t-il? Je lui ai tout dit, du voyage à Dorian à la note au téléphone du brûleur dans ma poche. Je lui ai parlé du dossier que j'ai vu sur l'ordinateur portable de Sabrina, les chuchotements de la station-service, l'homme qu'elle avait rencontré. Je ne me suis pas retenu. Pas cette fois. Plus la protéger. Plus minimiser ce que je savais. Quand j'ai fini, Marielle était silencieuse pour un battement. Ensuite, elle a dit, vous avez besoin d'un pays. Quelqu'un qui peut vérifier tout ce que vous avez vu. Vous n'allez pas gagner cela en coulant. Vous avez besoin de preuves. Papier, photo, non. Je n'ai pas cela, j'ai dit. Dit. Elle planifie cela depuis au moins 8 mois, a déclaré Jordan lors de notre premier appel. Sa voix était grâlement. Pas de absurdité. Nous avons tiré des finances, des médias sociaux, des activités immobilières et quelques sources prêtes à l'assignation, disons simplement qu'elle ne couvrait pas ses traces comme elle le pensait. Qu'avez-vous? Ai-je demandé, arpentant le sol de la maison d'hôte. Il y a 6 mois, elle a lancé une compagnie d'obus appelée Millery Venture. C'est une entreprise de détention enregistrée sous son nom de jeune fille. On dirait qu'elle y transfère des actifs lentement, principalement des biens immobiliers liés à votre confiance, des propriétés locatives, des avoirs commerciaux. Elle a forgé sa signature numérique sur plusieurs documents. Ma bouche s'est séchée. Elle quoi? Elle est bonne, mais pas si bonne. Il y a des métadonnées, des adresses IP,
des horodatage. Elle l'a fait pendant que vous dormiez. Un dossier s'est produit pendant que vous étiez connecté à votre compte Netflix à partir d'un autre appareil à travers la ville. J'ai frotté mes tempes. Alors, elle me vole. Elle ne vole pas seulement, a déclaré Jordan. Elle essaie de vous effacer. Elle a payé un psychiatre nommé Dr Kelvin Mora. Fausse évaluation, réclamation frauduleuse. Le gars ne vous a jamais rencontré, mais a signé un formulaire de diagnostic vous étiquetant paranoïaque et délirant. Le but ? Tutelle d'urgence. Une fois approuvée, elle contrôlerait tout. Ma mâchoire s'est resserrée. Et puis quoi ? Ensuite, elle vous disparaîtrait, vous engagez pendant 72 heures minimum. Assez longtemps pour finaliser les transferts, congeler vos comptes et avoir une pleine procuration. Une fois qu'elle a déposé les documents de tutelle, vous n'auriez aucune position légale pour le combattre avant l'évaluation. D'ici là, elle gagnerait déjà. Je me suis assis sur le bord du lit, mes jambes tremblant. Pouvez-vous le prouver ? Nous avons déjà, a-t-il dit. Records bancaires, journaux de propriété intellectuelle, déclarations tierces. Et vous allez également obtenir une copie de ce fichier d'évaluation. Il a été soumis pour examen. C'est à quel point elle était confiante. Elle a utilisé de vrais systèmes. Cela va la brûler. Et le médecin a déjà signalé le Conseil d'État. Une fois les documents déposés, il sera en détention avant de pouvoir déchiqueter une page. J'étais silencieux pendant un moment. Jordanie. Ouais, tu me sauves à la vie. Il y a eu une pause. C'est ce que font les bons. Cette nuit-là, je me suis assis avec le fichier imprimé sur mes genoux. Nom, déclaration, calendrier, preuve, non seulement de sa trahison, mais de son intention de m'effacer complètement de l'histoire. Pas parce que j'étais un danger. Non pas parce que j'étais instable, mais parce que j'étais gênant, parce que j'étais dans la voie de sa version du succès. Mais maintenant j'avais un dossier à moi. Cela a commencé avec une signature, la mienne. Ou du moins celui qu'elle pensait pouvoir simuler assez bien pour glisser les avocats, les administrateurs et les tribunaux. Cette arrogance, que Sabrina aveugle et confiante portait toujours comme du parfum, était la fissure que nous avons ouverte en premier. Marielle a déposé les documents d'alerte de fraude avant le Sunrose. Elle était restée debout toute la nuit dans son bureau de la Nouvelle-Orléans, redpinning Sabrina de Sabrina, comme un professeur disséquant une thèse écrite par un étudiant paresseux. Ceci, m'a-t-elle dit, en tenant une impression sur notre appel vidéo sécurisé et celui qui la suspendre. Le formulaire de transfert pour l'unité de location de Blanco Street. Elle l'a sauvegardé, a affirmé que vous l'aviez signé en mars. Seul le problème, la même nuit, vous avez été connecté à votre compte Hulu à 21h17. À bâton rouge. Votre adresse IP vous place dans une région complètement différente. Et devinez qui a déposé cela à son réseau d'origine à Austin ? Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas eu à le faire. Le simple fait de le voir propre, chronologique, indéniable, c'était comme regarder quelqu'un déchirer le masque d'un monstre. Et finalement réaliser que le grognement a toujours été un effet sonore répété. Avec les preuves de Jordan emballées et notorisées, nous avons contacté le directeur fiduciaire qui a supervisé la confiance que mon père m'a quittée. Nous lui avons montré les documents, les contrefaçons, les dossiers d'évaluation liés au docteur Mora, et les conversations enregistrées à partir du compte burner de Sabrina. Un Jordan a eu accès via une ancienne connexion de sauvegarde. Elle avait planifié cela dans un chat WhatsApp intitulé Insurance. L'ironie n'a pas été perdue pour moi. À midi, la confiance était gelée. Tout le mouvement des actifs s'est arrêté. Accès révoqué. Sabrina ne le verrait pas avant sa prochaine tentative de connexion. Ce fut le début de la fin. Au moment où le levier a changé, je n'étais plus le mari confus, accroché au bord d'une histoire que je ne pouvais pas contrôler. J'étais celui qui tenait les pages maintenant. Et Sabrina, elle était sur le point de s'étouffer sur son propre script. Nous avons tout chronométré. La Jordanie l'a appelé des représailles contrôlées. Marielle l'a appelé chirurgicale. Je viens de l'appeler en retard. Les documents judiciaires ont été préparés, signés et traités dans les 36 heures. Transfert frauduleux d'actifs. Falsification. Conspiration pour commettre une fraude de tutelle. Une plainte officielle a été déposée auprès du Texas Medical Board contre le Dr Kelvin Mora, accompagnée de captures d'écran, de témoignages et de dossiers prêts à l'assignation. Elle ne l'a jamais vu venir.
Sabrina était dans une station balnéaire de Dallas lorsqu'elle a été servie. Un week-end de spa avec ses copines, ces femmes parfaitement filtrées qui ont teint des lunettes au brunch au champagne et échangé des secrets comme la monnaie sociale. Elle était probablement dans une robe en sirotant de l'eau de concombre, des jambes trempées dans un trempage de pédicure trop cher. Lorsque l'enveloppe est arrivée, Jordan avait un associé sur place en regardant depuis le bar. Il a dit que son visage a gelé au milieu du rire. Le verre n'a même pas atteint ses lèvres. Un instant, elle était la charmante épouse avec le sourire prêt à Instagram. La suivante, elle n'était qu'une femme tenant la preuve que le jeu était terminé. Elle m'a appelé cette nuit-là. Numéro de bloc. J'ai répondu. Il y a eu une pause. Puis sa voix, douce au début. Ce ton glacé à sucre qu'elle a utilisé lorsqu'elle voulait vendre quelque chose. Vous avez fait une erreur, a-t-elle dit. Ce n'est pas ainsi que c'était censé aller. Je n'ai rien dit. Laissez le silence s'étirer. Elle a essayé à nouveau. Nous aurions pu tout avoir, Griffin. La maison, la confiance. Nous aurions pu reconstruire. J'ai juste paniqué. Vous dérivez. Je devais me protéger. J'ai laissé échapper un rire tranquille. Vous aviez déjà tout, Sabrina. Ma loyauté, mon nom, mon temps et ça ne suffisait toujours pas. Vous pensez que vous êtes en sécurité maintenant? Siffla-t-elle, venons s'infiltre. Vous pensez que vous avez gagné? Vous avez couru. Cela vous rend instable. Je me suis assis en avant dans la salle du motel sombre, ma voix basse, stable. Vous avez déposé un faux rapport psychiatrique. A payé un médecin pour commettre une fraude. A forgé mon nom sur les transferts de propriété. Vous n'êtes pas seulement un menteur, Sabrina. Vous êtes un criminel et maintenant vous êtes exposé. Tu n'es rien sans moi. Elle a cassé. C'est la première chose honnête que vous avez dit, j'ai répondu. Parce que maintenant je suis enfin quelque chose sans vous. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, elle et le docteur Moore ont été arrêtés. Jordan m'a envoyé une photo d'un report avait essayé de m'étiqueter instable, et maintenant elle était forcée de prouver sa propre forme physique dans une salle d'audience. Les gens supposent toujours que la justice ressemble à la victoire. Comme un éclatement finalement tiré de profondément sous la peau. Il y a encore de la douleur, toujours une cicatrice, mais au moins c'est propre. La dernière chose que j'ai faite ce jour-là a été d'entrer dans un petit bureau juridique à bâton rouge et de signer une forme d'avocat. Cette fois, l'attribuant à Marielle au cas où je me retrouverais à nouveau dans le besoin. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'avais appris à la dure que la confiance ne devrait jamais être aveugle. Cette nuit-là, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et j'ai laissé entrer l'air. Plus de répétitions, plus de sourires organisés, juste moi et le calme. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. La maison s'est vendue plus vite que ce à quoi je m'attendais. Je ne l'ai même pas énuméré moi-même. Marielle a géré la logistique par le biais d'un courtier en qui elle a confiance. Je ne suis pas retourné emballer quoi que ce soit. Je ne voulais plus intervenir dans ces murs. Une entreprise locale a bousé mes affaires et les a expédiées dans une unité de stockage sous mon nouveau nom. Je leur ai dit de rester simple. Ceux qui s'intègrent dans un seul camion, gardez le reste. Faire un don, brûler des déchets. Ce n'avait pas d'importance. Je n'avais pas besoin de rappeler une vie qui était devenue une longue performance. Je me suis assis sur un banc à l'extérieur du palais de justice le jour où le transfert de la propriété finale s'est effacé. Le ciel au-dessus de Bâton Rouge était clair et doux, le genre de bleu qui vous a fait sentir que vous aviez plus de temps que vous ne l'avez fait. Je venais de signer le formulaire de libération. Le nom de Sabrina a été supprimé de chaque acte, chaque document. Sa portée a été officiellement coupée. Légalement, financièrement et de toutes les manières importantes. J'ai ouvert mon sac Duffel, le même que j'avais emballé pour ce week-end. Je ne suis jamais revenu et j'ai sorti une seule enveloppe. À l'intérieur était un chèque, le paiement final de la confiance de mon père. Sabrina ne le toucherait jamais. Elle a essayé de le transformer en arme. Maintenant, cela financerait quelque chose qui comptait réellement. À la fin de la semaine, j'étais dans une ville côtière de GF endormie à environ 3 heures de la ville. Je l'ai trouvé par accident. Vraiment, quelque part entre les recherches de cartes et les conversations de bouche à oreille dans les convives locaux. Le genre de ville cela n'a pas posé beaucoup de questions.
Le genre de ville où les gens tenaient encore des portes ouvertes et hochaient la tête bonjour. Où personne ne se souciait de qui vous étiez. Il y avait un bâtiment délabré près du coin du Maine et Ellis, anciennement un bureau d'un dentiste. Briques beige, fenêtres fissurées, un signal fané pendant d'un coin. Mais j'ai vu quelque chose dedans. Potentiel. Pas dans le bâtiment, mais dans l'idée. J'ai appelé le numéro et signé un bail cet après-midi. Dans les 6 semaines, j'ai ouvert un centre de ressources juridiques, pas une entreprise complète. Je n'étais pas prêt pour cela, mais un endroit où les gens pouvaient entrer avec des questions, effrayés, incertains, seuls et ne pas se sentir invisibles. Je l'ai appelé deuxième projet légal. Marielle m'a aidé à mettre en place les documents à but non lucratif. Elle est même descendue pour la coupe du ruban, portant des talons trop hauts pour les trottoirs cassés et prononçant un discours qui a fait rire tout le monde. Elle a dit, Griffin sait ce que c'est que de presque tout perdre. C'est pourquoi il est exactement le genre de personne que vous voulez de votre côté. Je n'ai pas dit grand-chose ce jour-là, remercié la foule, coupé le ruban avec les ciseaux ternes du monde, et secoua la main jusqu'à ce que mon poignet ACHD. Mais plus tard, quand ce n'était que moi et Marielle verrouillant le bureau, je me tournais vers elle et disais, vous n'avez pas sauvé ma vie. Vous m'avez donné la chance d'en construire un meilleur. Elle sourit. Maintenant, assurez-vous que quelqu'un d'autre a cette chance, et je l'ai fait. Mon premier client n'était pas ce à quoi je m'attendais. Un homme d'âge moyen, peut-être le milieu des années 50, portant une chemise ridée et portant une pile de lettres attachées à la ficelle. Son propriétaire avait déposé des documents d'expulsion sur les réparations pour lesquelles l'homme a refusé de payer. Moule, fils exposé, chose qui pourrait tuer quelqu'un. Ils disent que je suis difficile, m'a-t-il dit. Mais je veux juste respirer dans ma propre maison sans s'étouffer. Je l'ai aidé à rédiger une réponse appropriée, je l'ai entraîné par l'audience, je l'ai même trouvé défenseur du service du logement de la ville. Il a gagné. A crié. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai senti quelque chose desserré dans ma poitrine. Ils ont continué à venir après ça. Une jeune mère s'est vue refuser la garde parce qu'elle avait raté une date d'audience tout en travaillant 2 emplois. Une femme âgée a trompé sa voiture. Un adolescent avec nulle part où aller après avoir été forcé par les tuteurs qui en voulaient à qui il était. Les gens du système ont été conçus pour confondre, ignorer ou casser. Et chaque fois que j'écoutais, je ne les ai pas sauvés. Je me tenais juste avec eux pendant qu'ils se sauvaient. J'ai fait don de la moitié de ma garde-robe, pas comme un geste symbolique, juste une pratique. Je n'avais pas besoin de 3 versions du même costume. Je n'avais pas besoin de boutons de manchette que je n'avais pas portés depuis des années ou des chaussures qui ne semblaient que bien dans les salles d'audience que je ne craignais plus. J'ai gardé une bonne cravate, 2 paires de pantalons et un blazer avec une tache de café sur le revers intérieur. C'était suffisant. Le reste de mes jours était plus silencieux que je ne l'imaginais. J'ai conduit une Jeep usagée qui secoua légèrement quand je tournais à gauche. J'ai préparé le dîner la plupart des nuits. Des trucs simples. Remarquez, le poisson grillé, beaucoup d'œufs et de toast. Le genre de nourriture que vous faites lorsque vous mangez enfin parce que vous avez faim, pas parce que vous essayez de remplir le silence d'activité. J'en lis plus. Principalement des études de cas et de vieux mystères. Je n'allume jamais le câble. Le bruit m'a rappelé trop cette maison creuse à Austin. Une nuit, je me suis assis sur mon porche alors que le soleil tombait derrière l'eau. L'air sentait le sel et quelque chose d'agrume que je ne pouvais pas nommer. Un jeune couple est passé devant en riant, leurs bras se brossant. De l'autre côté de la rue, un homme a arrosé sa pelouse avec un tuyau à moitié brisé, me faisant signe avec la gentillesse occasionnelle qui m'a encore pris au dépourvu. Personne ici n'a demandé mon passé. Personne n'a chuchoté. Ils m'ont juste laissé être. Ce porche est devenu mon église. J'avais l'habitude de penser que la trahison avait un son comme une rupture de verre ou des cris, mais j'ai appris que non. C'est doux. C'est poli. Il se cache derrière des sourires et des toasts. C'est la main qui vous frotte le dos tout en vous poussant vers une falaise. Mais la récupération qui a aussi un son. C'est le rayon d'un stylo signé un bail à votre nom. C'est le ruisseau d'une porte que vous ouvrez sans s'affronter pour ce qui est derrière. C'est le souffle que vous prenez quand personne ne regarde et que vous laissez enfin votre poitrine se lever tout le long. Ma vie avait été une maison de murs en papier construite sur l'apaisement et les apparences. Maintenant, je construisais quelque chose avec des portes que j'ai choisi d'ouvrir. Et cette fois, je ne laissais personne d'autre tenir la clé.
L'appel est venu juste après le coucher du soleil. Je fermais la clinique, verrouillais le classeur que j'ai acheté d'occasion dans un magasin de consignation et éteignant la lampe de bureau. Le vieux sol grinça sous moi alors que je traversais la porte d'entrée. Téléphone bourdonnant dans ma poche arrière. Numéro inconnu. Je n'ai presque pas répondu, mais quelque chose m'a dit de le faire. Griffin. Dit une voix familière. C'est Dorian. Pendant une seconde, j'ai juste souri. Dorian, dis-je. Je ne pensais pas que je vous entendrais à nouveau de vous. Il gloussa. Je ne pensais pas que j'appellerais, mais j'ai vu quelque chose l'autre jour. Pensez à toi. Je viens de vérifier. Ça va? J'ai regardé autour de la petite salle de devant de la clinique légale. Les fauteuils délavés, le babillard communautaire avec la moitié des flyers, le pot de dons toujours à moitié plein. À l'extérieur de la rue était calme, les dernières séquences d'or se sont tombées du ciel. Je suis mieux que d'accord, dis-je. Je suis entier. Il était silencieux pendant un moment. Vous avez déjà fait confiance? Je me suis penché contre le cadre de la porte, regardant un enfant passer devant son vélo, ses lacets battant sauvages. Je le fais, dis-je, mais pas comme je le faisais. Je fais confiance plus silencieux maintenant. J'ai écouté plus longtemps et je me fais le plus confiance. Il rit doucement. Vous ressemblez à un homme qui a survécu à quelque chose de grand. Je l'ai fait. Nous n'avons pas parlé longtemps, juste assez pour combler l'espace entre nous. Un homme calme dans une station-service et l'étranger qu'il a choisi d'aider. Cette nuit-là, je me suis tenu pieds nus sur le porche de ma nouvelle maison. Pas un manoir, pas un domaine construit par concepteur, juste un chalet modeste blanchi à la chaux avec des éoliennes suspendues aux avant-toits et aux puces sur les marches. La brise de cible portait le pêcher de sel et de pain. Et au loin, les vagues léchaient le rivage comme si elles l'avaient fait bien avant ma naissance et continueraient longtemps après mon départ. J'ai regardé dans la nuit et je n'ai vu aucune menace. Pas d'ombre avec des secrets, juste un clair de lune sur l'eau et un monde qui ne me devait rien, mais qui n'a pas essayé de me prendre non plus. À l'intérieur, le miroir dans le couloir a attiré mon reflet. Pendant un long moment, je me tenais juste là à regarder l'homme en regardant en arrière. Les lignes autour de ses yeux. Le poids qu'il avait porté. La paix qu'il avait gagnée. Depuis si longtemps, quiconque Sabrina avait besoin de moi. La fiable, la calme, le public de son jeu de scène. Mais maintenant, personne d'autre ne possédait mon histoire. Personne d'autre n'a pu décider si j'étais sain d'esprit, précieux ou assez bon. J'étais juste Griffin. Et c'était enfin suffisant. Les gens me demandent parfois, ceux qui connaissent des morceaux de ce qui s'est passé, si je regrette de partir sans confrontation, sans fermeture, je leur dis la même chose à chaque fois. Je ne suis pas parti. Je suis retourné à moi-même, à la vérité, à la vie que j'aurais dû vivre depuis le début. Et si quelqu'un se retrouve à tenir une note qui dit courir maintenant, lisez-le 2 fois, alors allez. Parce que de l'autre côté de l'évasion, il y a quelque chose de mieux que la sécurité. Il y a la liberté.